Bonjour, ou plutôt je devrais dire Ave les secondes, bienvenue dans ce cours d'histoire, citoyen et démocratie à Athènes du 5e au 4e siècle avant Jésus-Christ et citoyenneté et empire à Rome du 1er au 3e siècle. Nous avons déjà remarqué le fossé chronologique qu'il va y avoir dans cette leçon. Qu'est-ce qui va unir ces deux leçons? Qu'est-ce qui va nous permettre de comparer? C'est le terme de citoyen. La citoyenneté, c'est un terme qui vient des Grecs, de la Grèce ancienne. Nous avons déjà évoqué l'importance des réformes de Solon, que vous avez en image ici, et nous avons surtout évoqué l'importance des réformes clisténiennes, donc qui datent de moins 508, moins 507, qui établissent l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité entre les citoyens. Alors ces réformes établissent plus l'isonomie que la démocratie à proprement dite, mais les réformes de Clisthène restent néanmoins ce que l'on considère comme l'acte de naissance de la démocratie athénienne. Nous allons le voir effectivement à Athènes, la citoyenneté est intrinsèquement liée à la notion de démocratie. Mais ce lien ne sera pas vrai pour notre étude de Rome, par contre. À regarder un petit rappel, suivez ce lien et vous aurez un très bon rappel sur citoyen et démocratie à Athènes. Alors, puisque nous parlons d'Athènes, justement, je vous rappelle qu'Athènes est l'actuelle capitale de la Grèce, qu'à l'époque, il ne s'agit pas du tout d'un même système de gouvernement, puisqu'on est au contraire dans le cadre de cités-États qui se forment dès le 8e siècle avant Jésus-Christ. Les cités-États, ce sont donc des cités composées, comme vous le voyez sur le schéma, d'une ville, de sa chora, c'est-à-dire de sa campagne, le tout délimité par des bornes frontières, et la ville et le port étant eux-mêmes fortifiés généralement par une muraille qui enserre le tout. Ainsi, les cités-États sont autonomes et possèdent généralement leurs propres institutions, d'où le terme de cité-État. Sachant qu'elles ont toutes leurs institutions, elles ne sont pas toutes des démocraties. C'est la raison pour laquelle nous allons nous concentrer sur la plus célèbre d'entre elles, Athènes. Mais vous voyez qu'il y a des cités-États tout autour du bassin méditerranéen, le Mare Nostrum des Grecs. Rome. Alors Rome, nous allons l'étudier du 1er au 3e siècle du bassin méditerranéen. Elle est à cette époque-là capitale d'empire, si bien que Rome est même le terme employé dans les sources pour qualifier l'empire lui-même. Donc vous voyez que le terme de Rome est un terme très vaste. L'empire romain, il est délimité par les fortifications, les limes fortifiés, qui marquent pour les Romains la frontière entre le monde civilisé, sous domination romaine donc, et les barbares. Les barbares qui sont le terme que l'on emploie à l'époque pour tous ceux qui ne parlent pas le latin. Donc tout le monde qui ne connaît pas ou qui est étranger à la culture gréco-romaine. L'Antiquité. Alors on a déjà évoqué le grand fossé chronologique de notre leçon. Juste réfléchissez-y et référez-vous aussi s'il vous plaît à la frise de début d'année. Problématique très simple. Quelles sont les ressemblances et les différences entre la citoyenneté athénienne du 5e au 4e avant Jésus-Christ et la citoyenneté romaine des 1er au 3e siècle de notre ère? Commençons par deux conceptions différentes de la citoyenneté. Premièrement, nous allons voir qui est citoyen et qui ne l'est pas à Athènes et à Rome. Commençons par évoquer Athènes. Alors à Athènes, les conditions d'accès à la citoyenneté sont vraiment draconiennes. Comme vous pouvez le voir ici sur ce schéma, ça exclut une grande majorité de la population puisque seuls 10% des Athéniens sont citoyens, ce qui représente environ 40 000 personnes sur une Athènes peuplée d'environ 400 000 habitants aux alentours. Il s'agit donc d'un tout petit groupe de privilégiés et dans les sources, Athènes est souvent désignée comme les Athéniens, pour vous montrer comment il y a vraiment cette assimilation de la vie civique à la notion de citoyenneté. Qui est citoyen? Alors la citoyenneté est donnée chez les Athéniens par la naissance de deux parents athéniens, et ce depuis le décret de Périclès de 451 avant Jésus-Christ. La mère doit quand même reconnaître l'enfant et doit elle-même être née de parents athéniens. Elle a donc une fonction de transmission de la citoyenneté, même si elle-même ne peut pas y accéder. La naissance se poursuit par la reconnaissance paternelle. Le père doit brandir l'enfant né devant sa fratrie et c'est un signe aussi d'acceptance civique. Enfin, vous remarquez qu'il faut être inscrit dans les registres du DEM. Les DEM, c'est les découpages territoriaux à l'époque. Vous voyez, chaque point ici sur cette carte représente un DEM. D'autres caractéristiques pour devenir citoyen, avoir 18 ans, et après ces 18 ans, il faut faire l'éphébie. L'éphébie, c'est le service militaire qui dure 2 ans. On remarque donc que la fonction du citoyen, vous avez ici un jeune éphèbe représenté. La première fonction du citoyen, elle est donc militaire. Il y a donc un lien très fort entre la fonction de soldat et la fonction de citoyen à Athènes. Qui sont les exclus de la citoyenneté? Eh bien, les femmes, qui sont privées
de presque toute existence juridique. Elles restent toute leur vie sous la dépendance d'un homme, passant de celle du père à celle de leur mari, et elles appartiennent essentiellement à un espace qui se nomme l'oikos, c'est l'équivalent de la maison. Donc vous les avez ici représentés sur ces vases à figure rouge grecs. Là vous avez un vase à figure noire, et ici c'est un vase à figure rouge. On voit les femmes occupées aux tâches de la maison. Qu'elles soient célibataires ou qu'elles soient veuves, elles restent toute leur vie sous la protection d'un homme. Et on verra qu'elles n'ont pas de droit civique, pas le droit de posséder des biens ou quoi que ce soit, ni de les transmettre. Les autres exclus de la citoyenneté sont les mineurs, donc les enfants, les esclaves. Les esclaves, on verra aussi qu'ils n'ont un statut juridique, qu'ils n'ont aucun statut juridique. Ils sont totalement dépourvus d'existence. C'est bien qu'Aristote lui-même évoquait les esclaves comme des instruments pourvus de voix. Je vous invite à noter cette citation. Alors, les métèques, eux, ont un statut intéressant. Ce sont les étrangers habitant à Athènes. Donc, ils peuvent être grecs, mais habitant une autre cité. Et ils ont ce statut de métèques. Passer 1 mois de résidence dans la ville d'Athènes, on leur demande de s'enregistrer, et ils vont à partir de ce moment-là payer une taxe que l'on appelle le métoïkon. Et là, vous avez les fameux étrangers métèques en train de travailler, puisque les métèques auront le droit d'avoir une activité professionnelle quand même dans la ville d'Athènes. Ils auront aussi le droit de participer à des fêtes religieuses, nous allons le voir plus tard. Passons maintenant à Rome. Sous l'Empire, Rome est une sorte de fédération de cités qui ont toutes des statuts différents, mais qui dépendent toutes de Rome. À la fin de la République, tout homme libre habitant sur le sol italien possède la citoyenneté romaine. En dehors de l'Italie, ce qu'on appelle les cités pérégrines ont des statuts différents. Depuis Auguste, donc c'est la période qui nous intéresse à nous, puisqu'on commence avec Auguste, la vision de Rome n'est plus d'être une cité victorieuse qui va exploiter les cités vaincues, mais qui est celle plutôt de capitale d'un État réunissant un ensemble de cités et imposant son hégémonie. C'est pour cela que les empereurs vont mettre en place progressivement un accès à la citoyenneté pour tous les habitants des cités de l'Empire. Ça leur garantit comme ça un prestige, mais aussi les libertas et la capacité juridique des citoyens romains. Les conditions d'accès d'accès à la citoyenneté vont donc s'assouplir à Rome sous l'Empire. Au 1er siècle, ça représentait environ 10% de la société romaine, jusqu'à, vous voyez, au 3e siècle, tous les habitants libres de l'Empire. Alors, qui sont les exclus de la citoyenneté romaine? Eh bien, vous le retrouvez, les femmes, les mineurs, les esclaves et les étrangers que l'on appelle aussi pérégrins. En revanche, à Rome, il faut penser que les citoyens sont divisés en 2 catégories. Il y a les patriciens et les plébéiens. Les patriciens, ce sont généralement les membres des familles les plus anciennes et les plus illustres de Rome. Certains se réclament même d'origine divine, descendants directs de Rémus et Romulus. Les plébéiens, eux, sont plutôt les familles plus modestes de Rome. Modestes, cela dépend aussi de leur métier, de leurs conditions, mais en tout cas, il y a bien 2 catégories de citoyens à Rome. Nous allons maintenant nous intéresser aux droits des citoyens athéniens et romains. Alors, les droits juridiques et civiques des citoyens romains et athéniens, a priori, sont presque identiques. Les Romains, d'ailleurs, ont repris beaucoup de ceux que l'on possédait à Athènes. C'est au niveau des droits politiques que les différences sont les plus notables. Commençons donc par les droits politiques qui ont de grandes différences. À Athènes, les citoyens bénéficient de larges droits politiques. Ils peuvent voter, ils peuvent prendre part à de nombreuses décisions politiques. Je vous renvoie pour cela au tableau que nous avons fait sur les rôles et la composition de l'ecclésia, la boulée, les liés, à utiliser en parallèle de ce cours. On parle d'ailleurs à Athènes d'une démocratie directe. Mais il faut néanmoins, dès à présent, noter une grande différence, une première nuance, car si l'égalité de droit existe, il y a pourtant une grande inégalité de conditions à Athènes. Forcément, les plus pauvres, qui doivent travailler pour vivre ou travailler dans les champs, ont moins de temps et de loisirs à consacrer aux activités politiques que les riches. Malgré l'institution, par Périclès, comme vous le voyez là, du mistos, une indemnité versée aux citoyens participant aux fonctions politiques. Il y a donc quand même de grandes inégalités. Regardez ici quelques instruments de l'exercice des droits politiques chez les Athéniens. Vous voyez l'ostracon sur lequel on marquait le nom de la personne que l'on voulait ostraciser. Vous avez la clepsydre qui servait à mesurer le temps de parole pour être sûr que l'on ait une véritable égalité au nom de l'isonomie athénienne. Et vous avez le système d'élection des magistrats et puis aussi les petits jetons de vote que l'on mettait dans une amphore qui permettait d'élire les représentants à l'ailier, à la boulée, etc. Vous avez là les lieux de la citoyenneté athénienne avec l'acropole, la Pnyx, la colline de la Pnyx, etc. Nous en avons parlé en classe.
À Rome. À Rome, alors je reviens sur ce tableau, je partirai de la situation de Paul de Tarse. Alors Paul de Tarse, dans les Actes des Apôtres, qui a cette phrase « Vous est-il permis de battre de verge, c'est-à-dire au fouet, un citoyen romain qui n'est même pas condamné ?» Ces mots nous montrent donc qu'à Rome, la citoyenneté a un véritable statut honorifique, de privilège. Effectivement, les citoyens au niveau politique, ils disposent bien du droit de vote, mais sous l'Empire, là vous avez le fonctionnement sous la République, sous l'Empire, ce fonctionnement n'existe plus dans les faits, puisque c'est l'empereur seul qui prend toutes les décisions. L'Empire romain n'est donc pas un régime démocratique du tout, il faut bien distinguer ça d'Athènes. Mais quand même, les citoyens ont un statut juridique privilégié. Vous avez quelques exemples ici de ce statut. Ils ont par exemple, comme Paul de Tarse l'évoque, la protection judiciaire. Ils ne peuvent être jugés que par des magistrats romains et ils sont protégés par l'empereur. Il leur est par exemple interdit d'être torturés normalement. Ils disposent ensuite du droit romain. Le droit de propriété, le droit de légation, le droit de mariage, etc. L'attrait de la citoyenneté romaine est aussi dû à des avantages fiscaux. Il y a une certaine exemption d'impôts pour les citoyens romains. Bon, les droits politiques, on l'a dit, sont réduits puisque les comices ne sont plus que des assemblées locales, représentant certes des citoyens, mais qui ne prennent dans les faits aucune réelle décision politique.